On poursuit aujourd'hui la lecture de notre abécédaire Le Comte de Lille, que j'ai coécrit avec mon ami Mario Serviable. Et on arrive à la lettre E. Alors, E, forcément, esclavage. Et c'est à moi qu'est revenue la chance de pouvoir parler de Le Comte de Lille dans le cadre de ce qu'il a pu faire pour obtenir l'abolition de l'esclavage. J'ai intitulé ça « L'engagement contre la servitude ». Dès son retour à l'île Bourbon en 1832, à l'âge de 14 ans, le comte de Lille avait pris conscience de l'inhumanité de l'esclavage. Son père, dit-on, mais plutôt sa mère, qui avait hérité du domaine familial, possède une quarantaine de noirs qu'il loue à des voisins. Le père n'a pas vraiment une vocation agricole. Bon, faut savoir que c'est un ancien militaire de carrière dans l'armée napoléonienne. Ce problème de la servitude le tenaille tellement qu'il en tirera, le comte de Lille, un de ses tout premiers textes en prose, Sakhatov, paru dans la revue littéraire La Variété dès 1840 à Rennes. Alors 2 ans auparavant, il est arrivé en Bretagne pour ses études de droit à l'âge de 19 ans. Je rappelle qu'il était rentré à La Réunion à l'âge de 14. En 1848, c'est encore lui qui rédige et fait signer par ses compatriotes réunionnais et dépose une lettre de soutien au gouvernement de la Deuxième République, demandant l'abolition immédiate de l'esclavage. Alors voilà ce qu'il écrit, puisque c'est lui qui a rédigé. Les sous-signés jeunes créoles de l'île de la Réunion, présents à Paris, viennent porter leur adhésion complète, sans arrière-pensée, au gouvernement. Nous acceptons la République dans toutes ses conséquences, l'abolition de l'esclavage est décrétée, et nul Français n'applaudit plus énergiquement que nous à ce grand acte de justice et de fraternité que nous avons toujours devancé de nos vœux. Nous tenons pour insensés et ennemis de leur pays ceux qui oseraient opposer une résistance coupable au décret libérateur du gouvernement provisoire. Voilà. Alors les gros planteurs, bien sûr, à La Réunion, en voulurent beaucoup à ces jeunes gens, surtout à celui qui avait pris la tête du mouvement, c'est-à-dire le comte de Lille. Et son père, monsieur le comte de Lille, donna satisfaction à leur rancune en supprimant à son fils la modeste pension qu'il lui octroyait jusqu'alors. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, le comte de Lille rentre dans une grande indigence, et c'est son ami José Maria de Heredia qui va lui venir en aide, qui va lui refiler un peu d'argent pour pouvoir survivre et pour pouvoir payer son loyer. Même à la fin de sa vie, son amie Madame Beer, chez qui il va décéder, témoigne. Il était poursuivi par les cris des Noirs qu'on frappait. Devant les cases mal closes, il entendait les hurlements plaintifs, les supplications désespérées. « Grâce, maître !» Et ce cri lamentable dont il était habitué le déchirait à présent, l'affolait. Ça, c'est juste avant sa mort. Voilà. Donc le comte de Lille était très tôt un anti-esclavagiste et jusqu'à la fin de sa vie, il a pris parti pour les Noirs. J'ai ajouté un résumé de Sakhatov. Alors Sakhatov, ça fait une quinzaine de pages et j'ai réduit ça à 3 pages. Voilà. Alors bien sûr, le comte de Lille est un blanc, descendant de blancs, blanc et métropolitain, puisque son père est breton. Il n'est pas toujours accepté dans les îles et à La Réunion comme dans les autres, qu'on mette en avant les anti-esclavagistes blancs. Et pourtant, il y en a eu. Et c'est grâce à ces gens-là que l'esclavage a pu être aboli. Bien entendu, il y a eu quelques révoltes, pas trop à La Réunion, plutôt aux Antilles, des révoltes d'esclaves. À La Réunion, on n'en note qu'une qui a vraiment marqué, c'est celle de 1811, sur Saint-Leu, et qui s'est terminée par un jugement lamentable, où on a mis à mort 25
noirs. En fait, il n'y a que 18 qui ont été exécutés. Bien sûr, il y en a qui contestent le fait de dire que des Blancs étaient anti-esclavagistes. Et pourtant, il y en avait. Et pourtant, il y en avait. Aux Antilles, on parle de Victor Schœcher, bien sûr. À La Réunion, on parle moins de Sardagariga, qui était là pour faire l'abolition, qui avait été nommé par le gouvernement de la Deuxième République, pour venir décréter l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Que l'esclavage a été aboli aux Antilles en avril 1848 et à La Réunion seulement le 20 décembre, c'est-à-dire que les propriétaires avaient demandé à Sardagariga de attendre un peu la fin de la coupe de Cannes pour libérer les Noirs. Voilà. Donc voilà pourquoi le... Mais il faut savoir aussi que ça s'est relativement passé calmement à La Réunion, alors que dans les Antilles françaises, ça a été quelquefois très désordonné et parfois très violent. Bon, les Antilles avaient déjà une expérience de l'abolition, puisque la République, la première, avait aboli l'esclavage en 1792, et Napoléon l'a fait rétablir en 1802, pour faire plaisir à son beau-père, puisqu'il était marié avec une Joséphine de Beauharnais, qui était une créole des Antilles. Et quand bien sûr Napoléon a voulu rétablir l'esclavage, bien sûr qu'il y a eu là, ça a été carrément une révolte, surtout à Haïti, avec Toussaint Louverture en tête de file, et Napoléon a été obligé d'envoyer l'armée française pour mater la rébellion, et bien entendu les Noirs ont été remis à l'esclavage. Donc ce souvenir de ce qui s'était passé, qui n'était peut-être pas connu à La Réunion après, mais qui était certainement très connu dans les Antilles, avait marqué les esclaves. Et donc, avant l'abolition, il y avait déjà eu pas mal de révoltes aux Antilles, Martinique, Guadeloupe et autres. Quoi qu'il en soit, on doit de toute façon reconnaître que des Blancs ont été anti-esclavagistes. Certains n'ont pas pris parti et d'autres étaient profondément esclavagistes, donc ils ont lutté longtemps pour que l'abolition ne se fasse pas. On va parler un peu de Maë de la Bourdonnais, qui est accusé, particulièrement à La Réunion, puisqu'il était gouverneur des Mascareignes, par certains, d'avoir été un très grand esclavagiste, et particulièrement un traîtriste, puisque c'est lui qui, c'est sous son gouvernement, à partir de 1735, que se développe le plus la traite des esclaves. C'est pas prouvé. Il y a eu une traite très forte après lui, et puis surtout au début du 19e siècle, et notamment de la traite interlope, c'est-à-dire parce que la traite était devenue interdite par les Anglais notamment, et qui a raisonné les bateaux négriers français qui continuaient à faire de la traite. Mais il y avait encore donc de la traite qu'on appelle la traite interlope, c'est-à-dire une traite interdite. Et elle a quelquefois ramené plus d'esclaves, de Noirs, que les traites antérieures. Il faut se dire aussi que les bateaux sont devenus beaucoup plus importants au 19e siècle, en capacité. Et donc, alors qu'au 18e, on est encore avec presque les nefs, qui ont traversé l'Atlantique et qui ont fait le tour de l'Afrique. Voilà. Alors, la Bourdonnais, il était esclavagiste certainement, comme beaucoup de ses contemporains. Il savait qu'il était accusé, donc il s'est défendu dans son mémoire qu'il a rédigé quand il était enfermé à la Bastille. Il est resté 3 ans embastillé quand même, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera. Et donc il savait qu'on l'accusait et il a répondu je n'ai pas été plus esclavagiste que les autres, puisque je n'avais que 30 Noirs à mon service, ils ont été bien traités, et quand j'ai quitté l'île, je ne les ai pas vendus, je les ai donnés au curé. Donc en fait, vous savez, pour faire avoir un statut d'esclave, il faut que la personne
ait été achetée et vendue, hein, qu'elle est maltraitée, hein, et que bien sûr elle n'est pas libre d'aller là où elle veut. Il semblerait que les esclaves à talent, hein, c'était ce genre d'esclaves qu'avait la Bourdonnais, c'est-à-dire des esclaves qui étaient intelligents, qui savaient construire des bateaux, construire des murs, faire des bâtiments, etc. Donc par opposition aux esclaves de pioche qui, eux, ne faisaient que du travail dans les champs. Ces esclaves à talent, en général, étaient beaucoup mieux traités, hein, que les autres. Et certains trouvaient même le moyen de se moquer de certains blancs qui étaient moins riches, hein, et notamment des petits blancs des hauts. Donc les esclaves à talent, les esclaves de la ville, hein, de Saint-Denis notamment, se moquaient quand ils envoyaient des petits blancs qui, eux, étaient souvent débraillés, mal habillés, alors que les esclaves à talent étaient relativement sapés, hein. D'ailleurs, Antoine Roussin fait des scènes, hein, dessine des scènes où on voit des esclaves à talent qui sont en costume et chapeau, et bon, ils n'ont pas de souliers, parce que par définition, un esclave n'a pas le droit de porter de souliers. Voilà. Eh bien, voilà, donc le comte de Lille a bien été un anti-esclavagiste ferme, hein, qui a obtenu gain de cause, puisqu'il a soutenu l'abolition en 1848, et il l'a payé cher de sa propre vie, hein, puisqu'il aurait pu en mourir, hein, s'il n'y avait pas eu Hérédia pour le secourir. Donc, merci à le comte de Lille pour cet acte de bravoure qu'il a fait en soutenant l'abolition de l'esclavage. Et puis, c'est vrai qu'il a peu écrit sur ce genre de choses, mais il faut savoir qu'il avait plus ou moins laissé tomber après donc le coup d'État de Napoléon III, ses ardeurs politiques, hein. Et il s'est consacré uniquement à ce moment-là à la poésie, sans mettre trop en avant ses idées.